Eh ben, nous sommes avec les Gilets jaunes en direction de la nation et nous partons de République pour non à la guerre, pour non à tout ce qui se passe. Voilà, t'as vu, donc je suis avec Patrick. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, alors, t'as vu, voilà, vas-y, dis ce que tu as à dire. Oui, j'aimerais te parler d'un sujet qui n'a rien à voir. Voilà, bravo madame. Merci. Contre la guerre. Je peux en avoir un madame? Je peux en avoir un? Ah, je filme pas. Donne. C'est le salon de l'armement. Ça va là? Ouais, ça va. Non à la guerre, qui est une horreur absolue, la guerre. Hein. C'est ça. Ça pue la merde, ça pue le sang. Un jour, j'ai interrogé mon grand-père. Quand j'étais enfant, mon grand-père avait combattu pour la Deuxième Guerre mondiale. Et je lui avais posé la question. Bon, tu sais, avant, on vivait beaucoup avec ses grands-parents. C'était avant Internet, le portable et tout. Et je lui avais demandé, papy, est-ce que tu as tué les Allemands? Et il m'avait répondu, oui, j'ai pas eu le choix, j'en ai tué deux. C'était eux ou moi, de toute façon. Voilà, la guerre, c'est une horreur absolue. Absolue, des gens qui donnent leurs 20 ans, leurs 22 ans. Là. Et s'il serait mort, tu serais pas né. Ouais. Hein? Bah oui. Ouais. Donc la guerre est S'il une serait horreur. resté là-bas, tu serais pas venu. Non. Et ceux qui la déclenchent, ils ne meurent pas sur le champ de bataille à 20 ans, 22 ans, 25 ans. Eux, hein. C'est ça. Le Macron, si on s'engage dans une guerre contre la Russie, ça m'étonnerait personnellement, mais bon. Lui, il n'ira pas combattre le front ukrainien. Hein. Il restera bien planqué à Paris, bien protégé. Hein. Voilà. Donc voilà, je voulais te parler, si tu veux bien. Ah, tu parles de ce que tu veux. Te parler d'un sujet. Non. Voilà, sans, parce que faut pas traiter qui que ce soit, parce que sinon après. Ouais, bonjour, sûr. ça va? Te parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec les Gilets jaunes de la Palestine, c'est l'assassinat de Kennedy. Parce que tu sais que ça traumatise les États-Unis depuis plus de 60 ans, cette affaire. Hein. Ça a mobilisé l'écriture de centaines de livres avec des tas de théories complotistes qui partaient dans tous les sens. Il y a des jeunes qui s'intéressent encore à l'assassinat de Kennedy, qui publient des vidéos, des bouquins, on ne va jamais en finir. Cette affaire traumatise les États-Unis depuis plus de 60 ans. Et les deux derniers présidents, d'ailleurs, ont soi-disant déclassifié certains documents, pour te dire que ça préoccupe énormément, ça traumatise énormément les Américains depuis plus de 60 ans. Alors, c'est très complexe. Je vais t'en parler en 5 minutes de manière très accélérée et très partielle. J'ai beaucoup étudié le sujet. Hein. Voilà. Donc, il faut d'abord parler de la famille Kennedy. La famille Kennedy, c'était au départ des Irlandais. Hein. Des Irlandais qui ont fui la misère au 19e siècle et qui sont venus s'installer aux États-Unis. Et l'origine de la fortune des Kennedy, parce que c'est une famille très riche hein, des États-Unis, hein, qui fait partie de la Jet Set, ça date des années 30, avec le père de JFK, qui s'appelait Joseph, et qui a fait fortune... On n'a qu'à marcher à Londres. Oui, et qui a fait... Joseph, le père de JFK, a fait fortune dans les années 30, pendant la période de la prohibition, avec le commerce illicite de l'alcool. C'était un généreux donateur du Parti démocrate. Hein. Il donnait des sommes énormes au Parti démocrate. Il vendait de l'alcool, il a fait fortune comment? Avec l'alcool? Avec l'alcool. Des cigarettes et tout le bazar. Voilà, c'était tout le bordel. En cheville avec la mafia, évidemment. Hein, parce que là-bas, pendant très longtemps, on ne pouvait pas faire d'affaires. À l'époque d'Al Capone. Oui, à cette époque-là, la mafia était très prégnante dans toute l'économie américaine. Hein. Voilà. Donc, et puis, c'était un généreux donateur du Parti démocrate. Et les démocrates au pouvoir, le président Roosevelt l'a récompensé en lui donnant le titre d'ambassadeur des États-Unis en Angleterre, entre 1938 et 1940. Le problème, c'est que le premier ministre anglais, qui s'appelait Churchill, l'Angleterre avait déclaré la guerre à l'Allemagne, était très fâché contre Roosevelt père, l'ambassadeur des États-Unis en Angleterre, parce qu'il trouvait qu'il le soutenait pas beaucoup dans sa lutte contre les nazis. Enfin, le père Kennedy a été suspecté pendant longtemps, pas d'être pro-nazi, mais d'être proche des idées des nazis. Donc le président américain Roosevelt l'a débarqué du poste d'ambassadeur des États-Unis en Angleterre. Et après, le père, Joseph, a toujours eu une obsession. Il avait une famille nombreuse. Qu'un de ses fils devienne président des États-Unis. Il avait tout misé au départ sur son fils aîné, qui s'appelait Joseph comme lui, mais malheureusement, combattant pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était aviateur, son avion a été abattu par les ennemis, il est mort. Donc après, Joseph a toutes ses ambitions, il les a reportées sur JFK, sur John Fitzgerald, voilà. Et il a financé la campagne de sénateur, de président de son fils. Alors, il faut savoir que lors de la primaire en 1960, du Parti démocrate, pour être président des États-Unis, JFK était en confrontation avec Johnson.
Et Johnson est parti favori, mais le père de JFK a acheté les grands électeurs, il les a achetés financièrement. Il a soudoyé les grands électeurs financièrement et il a remporté la primaire du Parti démocrate. Ça, c'est sourcé. Ah bah oui, c'est sourcé et même... C'est écrit dans des livres et tout, hein, c'est pas... Non. C'est pas un complotiste qui a raconté ça. Non, je ne suis pas complotiste, moi. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, même Joseph a dit, avec tout l'argent que j'ai dépensé pour acheter les grands électeurs, j'aurais même pu faire élire mon chauffeur, il a dit. C'est ridicule, hein, c'est dans tous les livres d'histoire. Et après, ça, j'ai déjà entendu quelque part. Et après, l'élection entre le républicain Nixon et le démocrate Kennedy en 1960 s'est jouée sur un fil, vraiment sur un fil de rasoir. Et on a dit, mais sans preuve, qu'il avait été aidé par la mafia dans certains États pour faire basculer l'élection. Bon, bref. Donc le père de JFK était un personnage très peu recommandable. Hein. Donc voilà, Kennedy, donc élu fin 1960 président des États-Unis. Voilà. Alors maintenant, je vais te parler, avant de parler de cette fameuse journée du 22 novembre 1963, de l'assassin présumé, parce que des thèses complotistes, il y en a des dizaines et des milliers. Lee Oswald, qui est le présumé assassin de JFK, c'est un personnage instable, qui a toujours été instable, imprévisible, exalté. Il s'exaltait, après l'exaltation retombée. D'abord, il n'a pas connu son père, qui est mort à sa naissance. Sa mère a connu beaucoup de bonhommes, a beaucoup déménagé. Il a beaucoup de demi-frères, de demi-sœurs. Il a eu une scolarité difficile, Oswald. Il a été suivi par des psys. Ensuite, il s'est engagé dans l'armée, dans les marines, mais là aussi, il a eu beaucoup de problèmes. En plus, ses opinions communistes ne plaisaient pas à l'armée à cette époque-là. Il s'est battu avec plusieurs de ses collègues militaires. Il a été plusieurs fois devant des tribunaux militaires. Enfin, il était très, très exalté, instable, Lee Oswald. Voilà. Et l'année 1963, là où il aurait assassiné le président Kennedy, il a longtemps été au chômage. Il était au chômage, il a retrouvé un travail, il était à nouveau au chômage. Et peu de temps avant 1963, il a trouvé un travail dans le dépôt de livres, le dépôt de livres scolaires, le dépôt où il a tiré sur le président américain. Voilà. Donc, pour te décrire très rapidement Lee Oswald, c'était quelqu'un de profondément instable, ce que je veux dire manipulable. Voilà. Instable, manipulable. Voilà. Voilà. Et enfin, te décrire le climat intérieur et extérieur des États-Unis. C'était peut-être un MK, tu sais ce que c'est le MK Ultra? Non. MK, non. MK Ultra. MK Ultra, non. Bah, tu peux prendre un gosse, ça c'est sur la chaîne d'Alexandre Le Breton sur YouTube. Tu peux aller faire un tour, hein. Tu feras une recherche, c'est sourcé aussi. La chaîne d'Alexandre Le Breton sur YouTube. Et là, ils expliquent le programme MK Ultra, c'est tu prends un gosse et tu lui fais des trucs un peu depuis qu'il est tout petit, et puis après il te devient comme un robot, sauf que tu vois, il devient programmé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu lui dis, bah, fais ça, il le fait. Le mec, il a plus de conscience, tu comprends? Ça veut dire qu'il est, son âme est partie dissociation. Ça veut dire qu'on l'a tellement fait souffrir que son cerveau, c'est plus lui, quoi. Comme tu as dit instable, tout ça. Et souvent, ils viennent des services de la DAS, des services de trucs comme ça. Voilà. Et pour finir, avant de parler de cette fameuse journée du 22 novembre 1963, il faut se souvenir du climat intérieur et extérieur de cette époque-là. D'abord, il y avait les luttes pour les droits civiques là-bas. Hein. Il y avait le grand combat pour les droits civiques, parce que tu sais, on venait d'une époque où dans les bus, dans les trains, il y avait des places pour blancs, hein, voilà, que les Noirs ne devaient pas prendre. C'était la grande époque de la lutte difficile pour les droits civiques. Hein. Et avec, deuxième chose, une imprégnation de la mafia dans toute l'économie américaine. Et climat extérieur, c'est la guerre froide avec la Russie, évidemment. Hein. La guerre froide avec la Russie, un climat derrière le rideau de fer, un climat d'affrontement entre les deux blocs. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce type... Alors, qui a tué le président américain? Tu sais qu'il y a des centaines de livres qui sont sortis avec des tas de thèses complotistes qui partent dans tous les sens. Alors, je ne vais pas te dire qui a tué le président Kennedy. Mais pour moi, à la lecture de beaucoup de livres, je pense que Lee Oswald a bien tiré sur le président du dépôt de livres où il travaillait, mais qui n'a pas été le seul tireur, parce qu'on voit bien sur les films l'impact des balles sur la tête du président Kennedy. Un coup ça vient de l'arrière, un coup ça vient de l'avant, et Lee Oswald était placé derrière le président. C'était un tireur d'élite à l'armée, attention. Hein. Peut-être qu'il a été recruté. Et alors c'était sous ordre de qui ça alors? On ne sait pas. Mais alors d'après, bon, moi j'ai lu certains bouquins, il y a des tas de thèses différents, mais moi ce que je pense, c'est que la police de Dallas est dans le coup.
Parce qu'il faut bien se souvenir qu'à cette époque-là, le Texas est un État raciste. Hein. Raciste, suprémaciste. Un peu Ku Klux Klan. Voilà, et, oui, avec l'imprégnation du Ku Klux Klan, hein, qui touchait évidemment la. Bah là, tu vois, police. là, on est devant le Bataclan. Ouais. Regarde, le Bataclan. En mémoire des victimes assassinées et blessées en ces lieux, le 13 novembre 2015. Donc je pense qu'il a été un pigeon. Comme le Oswald l'a dit lui-même rapidement aux journalistes qui l'interrogeaient, il était menotté par les flics, je ne suis qu'un pigeon, je ne suis juste qu'un pigeon. Eh ben, je pense qu'il a été un pigeon, une chèvre, qu'il a été manipulé, il était facilement manipulable. Oui, parce qu'il faut te dire qu'il avait fait un voyage en Russie plusieurs années avant. Il avait épousé une Russe en Russie. Ah bah, donc à l'époque, dans le climat de guerre froide entre les États-Unis et la Russie, il était forcément surveillé à la fois par le KGB et à la fois par la CIA. S'il n'était pas plus que surveillé, approché à mon avis, hein. Voilà, peut-être plus que ça. Bref, c'est un personnage complètement influençable, faible, retournable facilement, manipulable. Et donc, moi, à la lecture de certains livres, je pense qu'il a été manipulé, qu'il a bien tiré sur le président Kennedy, mais qui n'était on va s'arrêter là parce que mais qui n'était pas le seul. Il était sur en plus, il a tiré de son lieu professionnel. Il faut s'imaginer au 5e étage de l'immeuble où il travaillait. Ah oui, en plus. Tu parles qu'il a été repéré tout de suite, hein, parce que tu as forcément des gens qui l'ont vu au 5e étage. Tu as forcément des gens qui l'ont vu. Sa carabine, il l'a bien mis dans un étui. Il y a des gens qui ont dû remarquer quelque chose quand même. Et puis apparemment, quand il a tiré sur le président, il est parti juste avant que l'immeuble soit fermé par la police. Il a laissé son fusil avec ses empreintes digitales et des douilles par terre. Donc forcément, il allait être retrouvé, c'était une affaire de minutes. Hein. Donc, et là, c'est fascinant. Voilà. Cette histoire est incompréhensible. Elle rend dingue cette histoire quand on l'étudie. Au lieu, toi, tu assassines le président des États-Unis, ou tu te caches quelque part dans une cache que tu as préparée à l'avance pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ou alors tu te sauves, t'es exfiltré. La frontière mexicaine est toute proche. Hein. Pourquoi ? Alors, il ne fait pas ça, il ne se cache pas, il ne s'enfuit pas, il reste dans la ville de Dallas où il se balade tranquillement. Ce que je te dis est vrai. Hein. Il prend un bus, si tu veux te faire remarquer, il prend un taxi, si tu veux te faire remarquer, il passe par chez lui, il change d'affaires, il marche dans la rue. Enfin, c'est invraisemblable. Comment quelqu'un qui a tué le président des États-Unis, il n'est peut-être pas le seul, hein, mais peut agir avec une telle légèreté? Moi, j'ai une idée. Alors, il se passe le fameux épisode qui a beaucoup fait jaser. Un policier le voit. Parce qu'il commençait à avoir une description de Lee Oswald qui circulait. Il n'y avait pas d'image, mais bon, c'était des descriptions par téléphone, de policier à policier. On avait fait une description, parce qu'au dépôt de livre, on s'était aperçu finalement que c'était lui qui avait tiré sur le président. Il commençait à avoir dans la même journée, le 22 novembre, le président a été assassiné sous le coup de midi. Et dans l'après-midi, il commence à avoir une description de Lee Oswald qui circule. Et lui, il se balade dans la ville tranquillement. Enfin, c'est invraisemblable, ça rend fou cette histoire. Il aurait dû partir de Dallas, aller au Mexique. Non. Alors, il prend un bus, il prend un taxi, il rentre chez lui, il se balade dans la rue, il y a un flic qui le voit. Et là aussi, le fameux Tilit, ça fait beaucoup jaser. Alors, le flic, d'abord, il circulait tout seul en patrouille. Et là, il y a un mystère. Les policiers de Dallas avaient pour ordre d'être minimum 2 en patrouille. Pourquoi il était tout seul? Alors, certains diront, je ne suis pas loin de le penser, c'était pour le flinguer. Parce que la police, pour moi, était dans le coup. C'était pour le flinguer. Alors, il le voit, il l'arrête. Alors, c'est incroyable. Ce type, il le soupçonne d'avoir tiré sous le président. Mais moi, je serais le flic. J'aurais ma main au flingue. Mais non, il lui parle tranquillement. D'après les témoins, il lui parle tranquillement. Et à un moment donné, Lee Oswald tire son pistolet et là-bas, abat le flic Tilit de 4 balles dans la peau. Il tombe par terre mort et fait incroyable. Il tire une 5e balle toute proche dans sa tête. Comme un contrat ou comme une vengeance. Très bizarre ce comportement de Lee Oswald. Pourquoi il achève le policier avec une balle dans la tête par terre? C'est incompréhensible. Voilà. Alors, voilà. Et voilà. Et ensuite, incroyable, ça rend dingue cette histoire. Il continue sa route, Lee Oswald, il voit un cinéma et il rentre dans le cinéma sans payer. Alors là, toi, tu assassines le président des États-Unis. D'abord, tu n'irais pas au cinéma, mais surtout, tu ne rentrerais pas dans un cinéma sans payer parce qu'il s'est fait remarquer, évidemment. C'est ça. Alors, il y a une ouvreuse qui le voit, l'ouvreuse du cinéma le voit rentrer sans payer. Il y a un commerçant aussi qui l'a vu rentrer sans payer et qui trouvait qu'il avait une démarche bizarre. Il téléphone à la police et la police arrive en nombre. Et là, il n'y a pas eu d'échange de coups de feu. Ils arrêtent Lee Oswald. C'est une histoire complètement dingue, on n'y comprend rien. Pour moi, mon analyse, c'est qu'il a été manipulé. La police de Dallas est dans le coup. Il faut savoir l'ambiance qui régnait à Dallas et dans le Texas, de racisme, tout ce qui est de Ku Klux Klan, parce que Kennedy, démocrate, on le suspectait de vouloir établir des droits civiques pour les Noirs. Voilà, c'était cette époque-là. Donc, Lee Oswald est arrêté.
il est interrogé par la police, et toutes les scènes qu'on peut voir sur YouTube, parce que ça a été filmé, hein, on le voit menotté, entouré par des flics, il parle aux journalistes, c'était un bordel pas possible. Et qu'est-ce qu'il a eu, une peine de mort? Finalement, il n'y a aucun enregistrement écrit de son interrogatoire, c'est quand même bizarre. Et il est devenu quoi? Ils l'ont tué? Il est devenu qu'au bout de 48 heures, le fameux Jack Ruby l'a abattu sous les caméras du monde entier dans le commissariat de Dallas. Alors ce Jack Ruby, là aussi c'est très compliqué, ça rend dingue, c'était un indique de la police. C'était un tenancier de boîte de nuit où les flics avaient leur ronde serviette. C'était un indicateur de la police. Et comment? Parce que Philippe Labro, qui vient de mourir, était là-bas à ce moment-là. Le journaliste français Philippe Labro. Il est arrivé le lendemain de l'assassinat de Kennedy. Il a parlé à Jack Ruby, qui lui a demandé des nouvelles de la France. Et il a témoigné, Philippe Labro, qui vient de mourir, là, il y a quelques jours, que ce Jack Ruby connaissait tous les flics. Il les appelait par leur prénom. Il rentrait, il sortait du commissariat de Dallas. J'aime bien le rond de serviette. C'est ça. Quand tu vas dans un restaurant, que tu ne payes pas l'addition, on dit t'as un rond de serviette. Bah, c'est comme dans le film Les Ripoux, les trucs comme ça. Ils allaient dans les restaurants puis ils bouffaient comme ça à droite à gauche. Donc Lee Oswald ayant été assassiné deux jours après l'assassinat du président Kennedy, on ne sait pas. Mais toi, ça te tient à cœur cette histoire-là, parce que tu aimais bien le président Kennedy. Oui. Toi, voilà, c'est ça. Dis-toi pourquoi. Parce que pour toi, c'était un bon président, même si son père était mafieux qui vendait de la... C'était quand même quelqu'un qui faisait venir des prostituées à la Maison Blanche autour de la piscine. C'était quelqu'un quand même, attention. Oui, mais il voulait le bien du peuple quand même. Mais je pense que c'était quelqu'un de très cultivé d'abord, premièrement. C'était quelqu'un, oui, qui généralement voulait le bien du peuple, faire avancer les libertés individuelles de chacun. Oui, et puis surtout pour la souveraineté. Et puis surtout dans l'affaire des missiles de Cuba, il nous a quand même évité un conflit nucléaire mondial. Hein. Pour quelqu'un de très jeune, il a fait preuve de beaucoup de patience, de maturité, parce qu'on a frôlé la guerre nucléaire, la guerre nucléaire mondiale lors du conflit des missiles à Cuba en 1962. Sans le président Kennedy, on serait peut-être tous morts maintenant, hein, parce qu'il a agi face à Khrouchtchev, ça menaçait de finir en guerre nucléaire. Il a agi pour un jeune président, avec beaucoup de prudence, de maturité. Il a refusé d'écouter les conseils belliqueux de ses conseillers militaires. Il a très bien joué, et on lui doit quand même beaucoup au président Kennedy. Et puis il représente une éternelle jeunesse quand même. Hein. C'est ça. Lui et sa femme, Jackie, représentent une éternelle jeunesse. Tu te mets contre la barrière. Ouais. Mais moi, tu sais quoi, tu me fais plaisir parce que quand tu es un conteur un peu comme Alain Decaux, tu te rappelles? Hein, on te l'a déjà dit, tu parles bien. Hein. Tu te rappelles d'Alain Decaux? Bien sûr. Bah oui, tu l'écoutais, celui-là? Oui, bien sûr, Alain Decaux raconte. Voilà, je l'ai pris dans mon taxi, Alain Decaux raconte. Tu l'as pris, ouais, avec son fils. Ouais. Il est plus là, il est parti. Bah, il est parti, il est mort vieux. Hein. Voilà, c'est ça. Mais on saura peut-être, sans doute, jamais la vérité. Hein. C'est ça. On saura parce que... en plus, il y a une chose que je ne t'ai pas dite, les témoins. Parce que pour cette journée du 22 novembre 1963, il y a eu beaucoup de témoins. Mais le problème des témoins, d'abord, ils se contredisent. Ils se contredisent, les témoins. Notamment lors de la confrontation entre l'agent de police Tillit et Oswald. Certains ont dit que c'était Lee Oswald, et l'autre ont dit non, c'est pas Lee Oswald hein, qui a tiré sur le policier. Enfin, les témoins se contredisent. Et puis il faut bien que tu comprennes une chose, les témoins ont été interrogés très très souvent pendant des années et des années. Et avec le temps, ils ont changé leur témoignage. Il y en a certains qui sont revenus sur leur témoignage. Ils ont été interrogés par les policiers lors de l'assassinat du président JFK. Après, il y a eu la commission Warren qui s'est mise en place par le président américain Johnson pour savoir la vérité. Ils ont été interrogés une deuxième fois par la commission Warren. En 1978-79, le Congrès américain a mené une nouvelle enquête. Les témoins vivants ont été encore une fois interrogés. Avec le temps, les témoins ont varié leur témoignage, sont revenus parfois sur leur témoignage et peut-être ont-ils été influencés par tout ce qu'ils ont entendu et lu, ce qui fait que maintenant, beaucoup de faits liés à cette journée du 22 novembre 1963 sont sujets à contestation. Parce que tu lis ça, tu lis le contraire. Enfin bon, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. C'est embrouillé cette affaire. Ton histoire, c'est un peu comme le gars qui voulait tuer le pape, là, tu sais, le Turc. Ouais. Tu te rappelles de cette histoire? Oui, bien sûr. Un Turc et le pape lui avait lavé les pieds après parce qu'il était en prison, là, je sais pas comment il s'appelait. Bah, des fois ces gars-là, ils viennent, mais des fois, ils peuvent être programmés sous contrat, comme tu dis. Ils sont pas là par hasard, hein, des fois, quand même. Hein. Ouais. Non, c'est... Alors, qui a tué Kennedy? Tu sais qu'on a dit beaucoup de choses, mais pour l'instant, on ne sait pas.
Hein? Ah, on ne sait pas. Là. Non, on a dit le KGB, la CIA, le FBI, on a dit le complexe militaro-industriel, on a dit quoi le complexe pétrolier, gazier, le Mossad maintenant. Depuis quelques années, il y a la théorie du Mossad. Ah, bon. Vous êtes la députée, madame, bravo. Merci. Je vous ai reconnu. Je vous avais vu là-bas, vers Rouen, là-bas, au plateau des Vaches, là, vous savez. Tout à fait, au rond-point des Vous Vaches. êtes toujours député? Ah bah ça fait plaisir, un look comme ça de député. Au moins on voit que vous êtes avec nous. Courage, madame, merci. C'est une députée? Ouais, je la connaissais pas. Ah, tu vois? Ouais. Mais voilà. Je dirais pas pour qui, parce que sinon après on va me dire que je suis de ça ou de ci. Ouais. Je suis de rien, moi, les gars. Non, non. Il y a des bons et des mauvais partout. Ouais. Il y en a qui peuvent être ci, qui peuvent être ça. Il y a des bons, des mauvais partout. Bah voilà. oui, oui, oui. C'est tout, parce que les gens, ils se déchirent parce que l'autre il est de droite, l'autre il est de gauche. Oh là, ou d'extrême droite, ou d'extrême gauche. Faut arrêter les divisions. Ben c'est ça. Arrêter les divisions. C'est ça. Ben, il y en a avant, ils étaient pour les communistes. Ouais. Et maintenant, ils sont partis chez Marine Le Pen. Ouais. Parce que tu sais, il y a beaucoup avant, ils votaient communistes, les gens, Ouais. les populaires. Et après, bon, ils en ont eu marre, ils sont partis. Mais d'ailleurs, comment Marine Le Pen, elle va souvent dans les banlieues où c'était communiste. Ouais, la banlieue rouge avant, ouais. Voilà, hein, c'est ça. Donc les gars, il faut arrêter avec ça. Maintenant, tant qu'on se prend la tête comme ça, on n'avancera pas et on sera faut être tous ensemble. On est humains, c'est tout. Le reste. Ouais. Et on se bat contre l'inhumain. HDI, humain, dégage l'inhumain. Voilà, alors excuse-moi, c'est la députée qui m'a fait couper la Je parole. t'en prie. Alors, le neveu de JFK est ministre de Trump, ministre de la Santé. Est-ce qu'il va pouvoir faire relancer l'enquête après tant d'années? Les témoins sont tous morts maintenant. Et toute cette affaire est tellement embrouillée que j'ai peur que jamais on ne sache la vérité. Jamais on ne sache la vérité. Ah, c'est ça. En revenant sur cette députée, c'était au rond-point au rond-point des Vaches, Oui. à Rouen par là-bas, je sais pas, ouais là-bas. Et il pleuvait. Moi, j'avais réussi à m'abriter un peu sous une tonnelle. Ouais. Elle bougeait pas, elle restait sous la pluie à écouter les discours sans bouger. J'ai dit putain, celle-là, c'est une guerrière. Hein. Sous la pluie, elle bougeait pas. Il y en a, ils disaient tu vas parapluie, elle disait non, non, merci. Voilà, donc il y a de tout, il en faut. Mais bon, s'il y en avait plus des comme elle, comme cette députée-là, on pourrait faire bouger les choses. Malheureusement, il y a trop de grands bourgeois qui sont députés. Et bah, ça marche qu'avec les grands bourgeois. Je parle des grands bourgeois. L'oligarchie et compagnie, mais bon, c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? On fait ce qu'on peut. Hein. On fait ce qu'on peut, voilà, c'est ça. On fait ce qu'on peut. Bon, bah merci pour l'histoire. Voilà, mais on peut quand même dire merci Johnny. au président Kennedy de nous avoir évité un conflit nucléaire en 1962 avec le conflit des missiles soviétiques à Cuba. Parce que là, on est passé très près d'un conflit nucléaire mondial. Et il a agi pour quelqu'un de jeune, étonnamment, avec beaucoup de maturité, et il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté ses conseillers militaires qui poussaient à un conflit militaire avec la Russie. Voilà. Ok, eh ben merci. Merci, attends, on va faire une deuxième vidéo après, attends. À tout bientôt, merci pour tout. Attends, on va te faire un beau chiffre. Ouais. Pardon ? À tout bientôt.